Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter des travaux qui ont eu attrait à l'impact et au devenir des métaux dans les écosystèmes forestiers et qui ont été réalisés grâce au réseau Nécophore. On va donc s'intéresser aux métaux, comme il a été présenté par Anne Probst, et leur devenir dans les écosystèmes forestiers. En particulier, on va se concentrer sur le compartiment du sol forestier et se poser la question au cours de cette présentation de l'évolution des stocks de métaux dans les écosystèmes forestiers. Est-ce qu'on a une accumulation ou non de ces éléments dans les sols? Et bien sûr, de leur potentiel impact. Alors, je vais vous dévoiler un petit peu ce qui va se passer pendant cette présentation. On va voir que la réponse à ces questions n'est pas simple, qu'elle dépend de beaucoup de facteurs. Un des premiers éléments, c'est l'élément qu'on va considérer. Anne Probst l'a rappelé, quand on parle des métaux, on parle de beaucoup d'éléments. Et finalement, certains ont un rôle biologique connu, sont des micronutriments. C'est le cas du cuivre, du nickel, du zinc. D'autres n'ont pas de rôle biologique connu, voire peuvent être toxiques à très faible concentration. On peut citer dans ce cas-là le cadmium, le plomb ou l'antimoine. Ça va donc impacter la façon dont ces éléments vont être recyclés dans l'écosystème. Et également, ces éléments vont présenter ont des propriétés physico-chimiques différentes. Ils vont avoir des affinités différentes pour les différents compartiments du sol. Et ça aussi, ça va contrôler leur mobilité dans la colonne de sol. On verra que la végétation a un rôle très important. D'une part, du fait de l'interaction entre la canopée et les dépôts atmosphériques. Et d'autre part, du fait du recyclage de ces éléments, puisqu'ils vont être transloqués, éventuellement rendus au sol, voilà, du fait en fonction de la physiologie du peuplement. Et enfin, un élément très important et qui peut particulièrement être appréhendé grâce au réseau Nécophore et à la grande diversité des sites qui sont représentés, c'est que les conclusions qu'on va pouvoir tirer dépendent fortement du type de sol, des conditions physico-chimiques en termes de pH, de teneur en matière organique, mais également de texture. Un bref rappel historique sur les travaux qui ont été menés sur les métaux au niveau du réseau Nécophore, puisque ces éléments ne font pas partie du suivi habituel du réseau. Il y a eu notamment des travaux de thèse qui ont travaillé sur les teneurs en métaux dans les profils de sol. Également, et ça a été le cas de mon doctorat, sur les apports atmosphériques de métaux et la dynamique des métaux dans les sols, leur passage éventuel à la solution de sol. Des travaux sur la bioindication, l'utilisation des mousses et des lichens. Et on peut également rappeler que des sites de Nécophore ont participé au programme bioindicateur financé par l'ADEME. On va donc établir le bilan de ces métaux pour un sol forestier. Lister les entrées dans le système qui seront d'une part l'altération, puisque ce sont des éléments qui sont naturellement présents dans le système, mais on va se concentrer sur les apports atmosphériques, puisque pour de nombreux éléments, les apports atmosphériques dépassent largement les entrées dans le sol du fait de l'altération. Et on détaillera également l'exportation par la biomasse et le drainage, qui sont les deux sorties qu'on va considérer pour l'établissement de notre bilan. Le sous-réseau Kataenat permet le suivi des dépôts hors et sous couvert. Et au niveau de 6 sites de ce réseau, on a ajouté l'analyse des métaux dans ces dépôts hors et sous couvert. Et la comparaison de la composition des dépôts hors et sous couvert nous permet d'appréhender tous les processus qui se passent au niveau de la canopée, que ce soit l'assimilation directe de certains éléments, durant les périodes sèches, l'accumulation de dépôts secs sur le dépôt et son éventuelle interaction avec des molécules organiques qui peuvent être exudées par le couvert forestier. Et enfin, certains éléments sont recyclés et sont exudés et contribuent à la composition des pluviaux lessivats. Les flux de métaux sous couvert sont donc différents au niveau des sols forestiers des flux hors couvert. Quand on compare ces flux, on peut identifier deux sous-groupes
d'éléments et ainsi identifier les processus majoritaires ayant lieu au niveau de la canopée que je viens de citer. Le premier groupe, donc qui sont ici en jaune, c'est des éléments dont le flux est réduit au passage de la canopée. C'est-à-dire que des sols forestiers voient moins de ces éléments que des sols non couverts situés dans la même zone. On va donc pouvoir faire l'hypothèse que certains de ces éléments sont directement assimilés par le couvert. C'est peu étonnant pour des éléments comme le zinc ou le nickel qui sont des micronutriments. C'est plus surprenant pour le cas du cadmium, dont je vous ai dit qu'il n'avait pas de rôle biologique connu. Mais c'est là un des exemples qui a été donné par Anne de ces éléments qui avancent max K, puisque souvent le cadmium se comporte de façon similaire au zinc dans ces écosystèmes forestiers. On peut identifier un autre groupe d'éléments dont les flux sont augmentés au passage du couvert. Pour le plomb, en moyenne, les flux de plomb qui atteignent les sols forestiers sont 5 fois supérieurs aux flux de plomb au niveau des zones hors couvert. Du fait de cette observation et d'observations complémentaires qu'on a pu faire au niveau de la chimie des pluvioliciva, au niveau de la chimie des aiguilles, on fait l'hypothèse que c'est principalement l'accumulation de dépôts secs et son interaction avec des molécules organiques exudées par le couvert qui fait l'augmentation de ce flux sous couvert. Alors, les écosystèmes forestiers reçoivent des dépôts atmosphériques de métaux. Peut-on faire le constat qu'ils sont contaminés par les métaux? Ici, je donne en exemple des profils de concentration en métaux établis pour 6 sites pour le zinc et le plomb. Alors, vous voyez, par exemple, pour le zinc, la grande diversité qu'on peut avoir de concentration dans les horizons profonds et qui reflète la diversité des situations géologiques, des concentrations naturelles. Alors, pour faire le diagnostic de la contamination en métaux, on peut d'une part observer ces profils. Vous voyez que pour le plomb, on observe une augmentation des concentrations en surface qui sont l'indication d'une contamination atmosphérique. On utilise également le calcul des facteurs d'enrichissement qui nous permettent de conclure, sur la base des profils que j'ai donnés en exemple, mais d'autres mesures, que là encore, on va pouvoir distinguer différents groupes d'éléments. Pour certains éléments, on observe peu de contamination des sols forestiers du René-Coffort, c'est le cas du chrome ou du cobalt. Pour d'autres, la réponse va dépendre des zones étudiées, c'est le cas du nickel, du zinc, du cuivre, alors que pour d'autres éléments comme le plomb, le cadmium ou l'antimoine, on a de façon quasi systématique une identification de contamination atmosphérique de ces éléments dans les profils de sol de René-Coffort. Ça a été dit, pour le cas du plomb, on dispose d'un outil supplémentaire. On peut utiliser les isotopes qui ont permis d'identifier, dans les années 2000, l'origine anthropique avérée, l'essence plombée, qui a été un des vecteurs principaux de la dispersion du plomb par voie atmosphérique et qui a été avérée, sa présence a été avérée dans les sols forestiers français. Alors, après avoir observé qu'on avait bien des apports atmosphériques de métaux, je reviens à ma question initiale. Ces éléments s'accumulent-ils dans les sols forestiers français? Et avant de répondre à cette question, un petit détour par le rôle de la végétation dans la dynamique de ces éléments dans les écosystèmes forestiers. Ici, c'est des analyses qu'on a pu réaliser sur la placette SP57 à l'occasion d'une coupe. Et on a pu réaliser des analyses de métaux dans tous les compartiments de la biomasse, dans le tronc, les branches, les aiguilles. Et ça nous a permis d'observer, là je vous présente le nickel et le plomb comme deux éléments très très contrastés. Vous voyez que le nickel, on le trouve partout, dans tous les compartiments, ce qui démontre sa circulation au sein du peuplement. Et quand on va établir le bilan, ça va avoir pour conséquence que finalement, l'exportation par la biomasse va être relativement peu importante, mais plutôt le drainage à la base de la colonne de sol. Dans le cas du plomb, vous pouvez observer que le plomb est principalement présent dans le tronc. Et ça va avoir pour conséquence, quand on établit le bilan de cet élément, le plomb, pour le sol, une importance accrue de l'exportation par la biomasse pour l'établissement du bilan, flux qui avait été relativement ignoré jusqu'alors.
Enfin, pour conclure sur l'accumulation des métaux, je vais vous montrer les exemples de 3 sites très contrastés au niveau des conditions pédologiques. D'abord, SP57, un site assez acide, très sableux, où on observe finalement des déstockages systématiques pour tous les métaux ou des valeurs nulles quand on établit les bilans. Alors qu'on va pouvoir faire un constat complètement inverse pour un site comme SP11, excusez-moi, développé sur Marne, dans l'Aude, donc un sol très basique, un petit peu plus riche en matière organique et surtout très argileux, où on observe des accumulations systématiques pour tous les éléments considérés. Et enfin, je vous avais dit en introduction que les réponses n'étaient pas simples, qu'elles dépendaient des éléments, des conditions pédoclimatiques. On a le cas ici de PC08, un site relativement contaminé, où finalement on va avoir, dans le cas des éléments qui sont sensibles au pH pour ce sol acide, donc par exemple le cadmium, le zinc, une perte de ces éléments, enfin, en tout cas pas d'accumulation, alors que des éléments qui vont avoir une affinité particulière pour la matière organique, comme le cuivre et le plomb, on va pouvoir observer une accumulation de ces éléments dans ce sol, puisque sur ce site, on a quand même des teneurs en matière organique assez élevées dans l'horizon de surface. Un dernier point qui reste complètement ouvert, puisque cette présentation demandait quel était le devenir et l'impact des métaux pour les écosystèmes forestiers. On ne pourra pas donner de réponse claire pour cet impact. Si on utilise par exemple la méthodologie des charges critiques, qui est utilisée pour d'autres éléments, elle est difficile à appliquer dans le cas des métaux, puisqu'elle se base sur l'hypothèse de la toxicité liée aux concentrations en ions libres en solution. Et finalement, cette hypothèse implique que pour tous les sols où on a un pH assez élevé, on considère très peu de toxicité des métaux, puisque ces éléments ne sont pas présents sous forme d'ions libres en solution. Or, on a pu montrer au cours de nos travaux que pour les pH élevés, certes, les éléments n'étaient pas présents sous forme d'ions libres, mais ils étaient présents sous forme colloïdale, associée à de la matière organique dissoute en solution. Et au niveau expérimental, on sait que ces éléments peuvent avoir un effet toxique, même sous ces formes. Donc la question reste ouverte et demande une démarche d'écotoxicité et plus grande pour pouvoir vraiment évaluer l'impact de ces éléments sur les sols. Enfin, quelques éléments de perspective liés à ce qui a été dit en introduction. Si pour certains de ces éléments, et on s'en réjouit, les émissions sont en baisse, ce n'est pas le cas pour tous les éléments. On cite les polluants dits émergents, comme l'antimoine, les platinoïdes. Il ne faut pas oublier que les éléments qui se sont déposés dans les sols peuvent être réémis. C'est le cas, comme vous voyez dans ce graphe, des portions en vert pour le plomb ou le cadmium, ou provenir d'activités anthropiques lointaines, comme c'est le cas du mercure lié à l'utilisation du charbon pour l'énergie. Enfin, on a vu que la dynamique de ces métaux était liée à l'intégralité du cycle biogéochimique de l'écosystème. Et au vu de l'évolution des stocks, par exemple, de carbone dans les sols, on peut se poser la question de l'évolution des stocks de métaux. Et enfin, pour finir sur l'apport du réseau Renécofor à ces études, il est immense. D'une part, du fait bien sûr de la mise à disposition des sites d'études qui ont une grande variété et qui, on l'a vu, par exemple, dans les exemples que je vous ai montrés, un point important, c'était de pouvoir considérer toute la diversité des fonctionnements pédologiques. Et ça, c'est indispensable à la compréhension de la dynamique de ces métaux. Et c'est vrai qu'il n'y a vraiment que le réseau Renécofor qui peut offrir ce contexte-là. Et au-delà des sites, c'est le contexte scientifique qui est indispensable quand on fait des études comme celle-ci, spécialisées, focalisées sur un élément, de disposer du contexte scientifique. Je vous ai mis en exemple les planches pédologiques qui ont été des outils d'interprétation indispensables et complémentaires aux données qu'on a pu acquérir. Je vous remercie.